Bon. Donc, je vous rappelle ce que j'étais en train d'étudier et on avait obtenu une première série d'estimations a priori. Donc, je vous rappelle le problème. Enfin, on avait commencé à le résoudre et puis j'avais indiqué, donc ceci étant entendu que l'on peut avoir des termes supplémentaires. Donc, on pourra se poser des questions de temps en temps, suivant les méthodes que l'on introduit, si elles sont robustes par rapport à l'addition de termes supplémentaires dans des équations comme ceci. Donc on est dans une situation où le H est vraiment non linéaire, donc ce qui se traduira par exemple par de la forte convexité par rapport à gradient U. Mais on va voir ce qui est réellement utile un peu plus tard. Donc la semaine dernière, j'avais indiqué comment obtenir des effets régularisants. Bon, il faut des hypothèses, hein, mais avec un H fortement convexe, qui donne qu'en temps fini, en temps positif, les fonctions sont semi-concaves, permettant d'obtenir de l'existence et de l'unicité. Si elles sont semi-concaves et bornées, puisque les bornes sont gratuites, plus périodique, une condition initiale. Les bornes sont gratuites puisque le U est compris entre la solution est a priori comprise entre le max de U0 et le minimum de U0. C'est un problème scalaire, il y a le principe du maximum et tout ce que vous voulez. Bon. Donc cette équation d'apparence très simple pose quelques difficultés et ce que j'avais commencé à indiquer, c'était la possibilité d'obtenir des estimations a priori lipschitziennes directement. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Et là, quid de borne Lipschitz? Donc, ce que j'avais déjà indiqué, c'est que si on travaille avec gradient U, qu'on essaie d'obtenir une équation pour gradient U, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et même on a l'impression que gradient U va exploser en temps fini. Et en fait, d'après le premier point, on sait que ce n'est pas le cas, et c'est parce que les dérivées secondes explosent, et que donc ce que l'on fait formellement avec gradient U n'est pas justifié. Cette explosion n'est pas justifiée. Donc je vais faire un argument formel, étant entendu, pour obtenir des bornes de Lipschitz, étant entendu que si l'argument formel qui conduit à croire qu'il y a explosion ne marche pas, il faut faire gaffe avec les arguments formels. Donc, pour une telle borne de Lipschitz, je vous avais expliqué, indiqué que, en fait, la fonction auxiliaire que l'on va utiliser, ce n'est pas uniquement gradient U, mais c'est une certaine fonction de U. J'avais indiqué que exponentielle moins CU était, pour un C convenablement choisi, était un bon choix. Mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Donc U supérieur avec le max de U0 et min de U0. On a cette borne de Lipschitz. Alors, faisons le calcul tranquillement. Je répète, formel, en supposant les solutions régulières. Donc la première observation que l'on peut faire, c'est que si je note UK égale la dérivée par rapport à la km coordonnée de U, j'ai bien entendu d sur dt de UK plus HU, ceci signifiant la dérivée de H par rapport à la première variable, HU UK, plus HP, donc soyons précis, HPJ, donc la dérivée P représente le bloc de variables qui correspond au gradient U, donc c'est H de, si vous voulez, de U et de P, et H indice PJ, ça veut simplement dire la dérivée de H par rapport à PJ. Donc HPJ, et donc bien entendu, ce que l'on a ici, c'est
U, là, c'est du sur dxj, d sur dxk de du sur dxj. On peut écrire les dérivés comme on en a envie, dans l'ordre que l'on veut, et je l'écris évidemment dans l'ordre uj, k. Donc cette notation, c'est la dérivée seconde par rapport à xj, xk. Donc on va être amené à manipuler pas mal d'indices. J'essaie d'avoir les notations les plus économiques possibles. Donc ça, c'est égal à 0. Bon, de prendre la norme ne pose aucun problème. Et on trouve que d sur dt de gradient u plus hu de hu multiplié par gradient u plus hpj de gradient u, et je vais mettre ici comme ça, xj, je change à chaque fois de notation sur les dérivés, j'utilise toutes sortes de notations, mais c'est toujours la même chose, c'est une dérivée partielle par rapport à xj. Mettre un j, ce serait un peu dangereux, on pourrait penser que c'est la valeur absolue, la jème dérivée partielle, donc là c'est un peu plus clair. Donc là c'est la dérivée par rapport à xj de la longueur de gradient u. Bah oui, il suffit, c'est la règle de dérivation des fonctions composées, et le fait que, comme c'est une fonction homogène de degré 1, bah, la dérivée de ceci multipliée par le vecteur, ça fait la longueur. Donc, on retrouve, enfin bref, on multiplie ça par uk divisé par la norme de gradient u, ça fait la norme de gradient u. Donc, on trouve cette première équation, mais la fonction auxiliaire que j'ai envie de manipuler, c'est w qui est phi de u gradient u. Bon, bah si je ne fais rien d'autre, de ceci, je ne déduis rien du tout, parce que ça, c'est un terme de transport, je l'ai déjà dit 2 ou 3 fois, c'est un terme de transport, et donc le gradient u, transporté par ce genre de vecteur, est amplifié par hu, qui peut avoir tous les signes positifs, négatifs, et donc le gradient pourrait croître, décroître, on ne le contrôle pas du tout. En particulier, si hu lui-même disons, croît quand le gradient u croît, eh bien on a le long de la caractéristique, au moins formellement, que gradient u pourrait se comporter comme x point égale x à une puissance plus grande que 1, donc avec un phénomène d'explosion. Mais ceci effectivement, j'ai déjà dit au moins 3 ou 4 fois, ceci n'est pas le cas, puisqu'on a déjà vu des effets régularisants et des bornes. Bien. Alors donc on force W. Et on le force dans l'équation de transport. Je m'écarte un peu sur la gauche parce qu'il va y avoir quelques termes. Donc WJ, la dérivée, par rapport à XJ. Quand je fais ça, rappelons-nous, dans W, il y a phi de U et gradient U. Donc certainement, si je prends cet opérateur en mettant ça de côté, j'ai multiplié cette équation par phi de U. C'est-à-dire que je fais porter sur cet opérateur du premier ordre, que sur le gradient U. Et donc, je récupère moins phi de U, HU gradient U. Ça, c'est la contribution à ce terme de transport, à ce terme du premier ordre, c'est la contribution de gradient U. Il me reste la contribution de phi. Ben, je vais l'écrire. Plus phi' de U, UT, plus phi' de U, eh bien, là, je n'ai pas le choix, c'est HPJ, UJ. En d'autres termes, c'est la règle de dérivation des fonctions composées, ça fait phi' de U fois cet opérateur du premier ordre. Bien. Et maintenant, du sur dt, je le remplace par ce qu'il est, à savoir moins h. Et je récupère une formule que je vais conserver ici, à savoir que dw sur dt plus hpj dj de gradient u, encore un changement de notation sur la dérivée. Donc, et je vais regrouper maintenant les différents termes.
Pardon? Il manque gradient U valeur absolue devant le terme de dérivée absolument devant tout ça, puisque c'est phi fois gradient U. Merci Charles. Là, c'est juste l'opérateur du premier ordre appliqué sur phi, mais on regarde le produit, donc évidemment, il y a le gradient U. Bien, alors, donc, d'ailleurs, on voit que le gradient U est un facteur de tout, et que je vais écrire les choses de la manière suivante. Je vais mettre phi de U gradient U en facteur, donc égal, phi de U gradient U, c'est W. Facteur de quoi? Oui. Facteur de HU moins HU. OK, ça c'est le premier terme. Ouais, je crois que c'est ça. Et ensuite, on a phi' de U plus phi' de U sur phi de U. Donc si je change tous les signes. Allez, je ne vais pas changer les signes, sinon je vais finir par me tromper d'un phi' de U sur phi de U, puisque j'ai factorisé phi de U dans W. Et il me reste HPJ UJ, c'est-à-dire en fait PJ moins H. Bon. Alors ça, c'est relativement sympathique parce que, a priori, on pense que s'il y a quelque chose, disons, en pensée quadratique, si c'est quadratique, ça va se comporter. Si ici, vous avez P2, vous allez avoir du 2P2 moins P2, ça vous laisse du P2. Donc, ça, et si on a un terme qui est, disons, je sais pas, linéaire en U gradient U, eh bien, ici, c'est linéaire en gradient U, ici, c'est quadratique. Donc, en prenant le bon signe de ça, on va pouvoir avoir un signe sur cette fonction auxiliaire, sur le transport de cette fonction auxiliaire. Et puis, si on a un signe, là, c'est plutôt, ça devrait être plutôt plus agréable. Dans le sens, dans le fait de la justification. C'est-à-dire que même s'il y a des pertes de régularité, on peut espérer garder les signes. Bon, ça reste formel. Alors, à titre d'exemple, je vais choisir, et je reviendrai sur cette expression, qui est une expression qui est en fait très très naturelle dans le problème. Et à titre d'exemple, je vais prendre un choix dont je vous avais dit que c'était un choix que j'aimais bien depuis une éternité. Dans un contexte, en fait, pour des raisons un peu similaires. Donc, le E puissance moins CUI, ce qui présente l'avantage de remplacer phi' de U divisé par phi de U par juste une constante. Je favorise des situations qui sont modelées sur un H convexe. Si j'étais intéressé par des H concaves, je changerais le E puissance moins CU en plus CU. Donc, on va penser que H ressemble à quelque chose de convexe. Ou plutôt est semblable à quelque chose, je ne sais pas comment le dire, mais c'est plutôt un H qui va tendre vers plus l'infini à l'infini. C'est un peu plus contraint que ça géométriquement, mais c'est un peu cette idée. Donc, quoi qu'il en soit, dire que j'écris E puissance moins CU, vous voyez que cela me donne finalement dW sur dt plus HPJ dJW est égal, donc je vais factoriser, plus CW, et je pose delta égale 1 sur C, C positif,
Et finalement, ce que je vois apparaître, donc attention, j'ai passé de l'autre côté. Avec le exponentiel moins, ça me sort un plus c. Si je factorise c, j'ai un 1 sur delta. Et donc la moralité, c'est que ce que je récupère ici, c'est hp uj moins h plus 1 sur delta, plus delta hu. Bon. Et donc la première hypothèse naturelle que je vais faire, au vu de ça, et je vais l'écrire ici, donc H1, cela consistera à dire que HPJ, P, je remplace gradient U par ce qu'il est. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est rien d'autre que H' de P de U et de P scalaire P. Moins H, je ne répète pas que c'est un H de U de P, plus delta H U de UP, eh bien, c'est de dire que, par exemple, c'est minoré. Donc, cette hypothèse, c'est de dire qu'il existe un delta positif, il existe un C0 positif ou nul, tel que tout ceci est minoré, et là on pourrait rajouter, si on en avait envie, pour tous les U qui sont compris entre min de U0 et max de U0. Bon, je le mets entre parenthèses parce que là, on a besoin d'avoir une borne que sur un certain intervalle, des intervalles qui contiennent les valeurs de U, donc on peut le supposer partout, sur un grand intervalle, et dire que toutes les données qu'on considère se prennent leur valeur dans l'intervalle, ou spécifiées. Ce sont des variantes plus ou moins générales qui ne changent rien à l'affaire. Donc ça, je m'en occupe pas, là je le dis entre parenthèses, et il n'y a pas de souci. Alors, si on a ça, on a que formellement et effectivement, tout ce bazar-là, et donc du coup, cela veut dire que cet opérateur de transport est inférieur à C fois C0W, peu importe. Et donc, si initialement, si U0 est lipschitien, eh bien, on en déduit que W, en tout cas formellement, est majoré par E puissance C0T fois W0, Lipschitz, gradient W, non, W à l'infini, W0 à l'infini. En d'autres termes, on a une estimation sur la propagation d'une borne de Lipschitz. Au moins formellement. On a une estimation a priori. Donc il faut faire un tout petit peu attention parce que un argument formel là-bas donne l'explosion et là un argument formel donne une borne, donc lequel est vrai. Alors, on sait qu'il y a des bornes, en tout cas dans des cadres, j'avais indiqué des cadres beaucoup plus restreints. Fondamentalement, j'avais travaillé pour l'instant sur un exemple qui était A de U gradient U plus gradient U carré, voire gradient U puissance M. Bon, et là, on avait vu qu'effectivement, c'est vrai. Il y a des trucs comme ça qui sont vrais. Même si une propagation de borne Lipschitz, dans ce que l'on a vu jusqu'à présent, stricto sensu, on ne l'a pas démontré. On a démontré qu'il y avait un effet régularisant semi-concave, et que donc ça devenait lipschitzien pour un temps positif. Et on avait démontré qu'il y avait une propagation de la semi-concavité. Ça n'entraîne pas une propagation du caractère Lipschitz, parce qu'il faut avoir la semi-concavité. Donc, c'est vraisemblable, mais il y a quand même un problème de justification. Et si c'est vrai, ce n'est pas du tout couvert par ce que l'on a fait auparavant. Donc, mettons de côté la justification et répondons à la question, est-ce que ça vaut le coup de justifier ça ou pas? En d'autres termes, est-ce qu'on y gagne vraiment? Parce que, OK, il y a la généralité sur les conditions initiales, lipschitziennes au lieu de semi-concave. Enfin,
grâce aux effets régularisants, on avait montré qu'on avait vu qu'on pouvait, dans ces cadres-là où on avait des effets régularisants semi-concaves, qu'on pouvait résoudre pour une condition initiale continue quelconque. Donc, ce que l'on gagne à la propagation de Lipschitz, ce n'est pas lumineux. Et ce qui est important de voir, c'est surtout ce genre d'hypothèse. Qu'est-ce que ça couvre? Alors, prenons juste un exemple. Je prends un A de U gradient U plus un H de gradient U. Quelque part, il faut supposer que H est surlinéaire, puisqu'on a j'ai déjà indiqué par des exemples en dimension 1 que si H était juste la longueur de gradient U, ça ne peut pas être vrai, enfin tout est faux là-dedans, dans le sens où il y a explosion de la dérivée, il y a des chocs qui apparaissent, comme pour la loi de conservation. Bon. Alors, on regarde qu'est-ce que ça fait, le HU. H, oui, c'est ça. Ouais, donc l'équation est là. On regarde cette hypothèse de HU. Je peux mettre un delta devant, ça fait du A' de U fois P. Donc c'est un terme qui est linéaire. De l'autre côté, j'ai un H' de P, P moins H de P. Et je demande à ce que ça soit minoré. Bon, ben, clairement, si je fais l'hypothèse que H' de P, P moins H de P est minoré par il existe nu positif, il existe C positif, tel que ceci soit supérieur à nu fois P moins C, ben, il est clair que l'hypothèse précédente sera vérifiée. Elle sera vérifiée pour un delta qui est plus petit qu'une constante fois nu. Donc ça entraîne ceci pour delta petit. Donc cette hypothèse, donc dans ce cas-là, il suffit d'avoir l'hypothèse que je souligne. Bon. Et c'est grosso modo ce que l'on peut faire de mieux en manipulant cette quantité, parce que le A' de UP, c'est un facteur scalaire, mais A' de U, il peut tourner suivant les valeurs de U, et donc on pourrait imaginer qu'on ait à peu près toutes les directions et que donc la norme de P apparaisse. Donc, si cette inégalité est vraie, elle doit être vraie avec l'infimum sur tous les U. Et l'infimum sur tous les U, ça peut très bien être une norme de P. Donc, bon. Il y a toujours des généralisations, des cas particuliers, mais ça n'a pas d'intérêt. Le point important, c'est de dire, au fond, la quantité qui compte, c'est cette quantité, H' de P, P moins H de P, qui est une mesure de la non-linéarité de H. Puisque si H est, disons, linéaire, si c'est une forme linéaire, si H de P est une forme linéaire, H' de P fois P moins H, ça vaut 0. Donc on est bien en train de mesurer le fait que l'on veut mesurer, parce que sinon il y a des chocs, on est dans les cadres de la loi de conservation scalaire, on est en train de mesurer de manière globale, partout, l'écart avec la non-linéarité. Et à l'infini, ce qui est important pour contrôler les Lipschitziens, non seulement c'est loin de 0, mais ça, c'est de plus en plus, entre guillemets, non linéaire. Ce n'est pas tout à fait exact, parce que P grandit ici, donc ce n'est pas plus non linéaire, mais c'est uniformément linéaire à l'infini, non linéaire à l'infini. Bon, peu importe, ce sont des mots qu'on essaie de coller sur une inégalité mathématique. Le côté non linéaire, c'est aussi ce côté non linéaire à l'infini, parce que si vous prenez la norme de P, ça fait 0, c'est une fonction homogène de degré 1, donc ça ne marche pas pour la norme de P, ça vaut mieux parce qu'on sait qu'il y a des chocs, donc on ne va pas espérer que les résultats soient vrais, et la norme de P, c'est quand même une fonction non linéaire, hein, donc, mais elle croît linéairement.
Donc, que cette quantité apparaisse pour distinguer le cas linéaire ou comme linéaire avec norme de gradient U, où il y a des chocs, de cas comme gradient U carré, où il y a des propagations de Lipschitz, c'est assez raisonnable. Donc, on peut toujours généraliser. Hein. En analyse, il n'y a jamais un résultat définitif. On peut toujours gratter, faire une toute petite remarque, etc. Mais en tout cas, c'est une bonne mesure de la non-linéarité pour différencier entre les lois de conservation scalaire et des équations non linéaires. De type, donc, plus Hamilton-Jacobi. Alors, observez que ça n'a rien à voir avec la convexité. Alors, c'est des trucs qui croissent à l'infini. Donc, dans une direction, quand ça croît à l'infini, ça a tendance un peu à être convexe, mais pas vraiment. Hein, ça croît à l'infini. Alors, j'en veux pour preuve déjà, c'est des trucs qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent, que si je prends P à la puissance, norme de P à la puissance M, bah, vous voyez bien que comme c'est une fonction homogène de degré M, cette quantité vous donne exactement M-1 fois H. Parce que H' et P, ça fait exactement P puissance M. Et il y en a M puisque j'ai pris H'. Donc, moins 1, M-1 fois H. Donc, dès que M est plus grand que 1, pour M égale à 1, ça fait 0. Dès que M est plus grand que 1, certainement, cette inégalité est vraie. Mais en fait, de manière plus générale, si vous prenez H de P égale un H0 de P puissance M, où H0 est une fonction homogène de degré 1 qui est strictement positive, telle que H0 de oméga soit strictement positive, fonction continue bien sûr, pour une direction, c'est-à-dire un vecteur de norme 1, eh bien, ce qui assure que H0 de P est supérieur à nu fois P, enfin, ce n'est pas le même nu, est supérieur à alpha P, vous pouvez penser à la fonction jauge d'un ensemble étoilé. Une norme, c'est la jauge d'un ensemble convexe, contenant l'origine. Et un hamiltonien homogène de degré 1, c'est typiquement la jauge d'un ensemble étoilé par rapport à l'origine. Et vous définissez H0P comme étant, vous prenez une direction, et vous définissez H0P comme étant le plus grand T tel que TP soit dans l'ensemble. Bon, enfin ça c'est des... ouais, ça c'est pas tout à fait étoilé, là j'aurais du mal à attraper ce point-là, mais voilà. Voilà un ensemble qui n'est pas convexe, ça c'est l'origine, qui est étoilé par rapport à l'origine et qui permet de définir par la construction géométrique de jauge, qui permet de définir un hamiltonien homogène de degré 1. Et bien entendu, grâce à l'homogénéité, ce que j'avais ici reste vrai. Et donc cette relation, cette quantité, c'est M-1 H0 à la puissance M, qui croît comme du P à la puissance M, et donc certainement ceci est vrai. Bon, c'est juste un exemple d'hamiltonien non convexe, mais il n'y a rien d'autre à dire que ce que l'on veut ici, c'est que cette quantité qui mesure la non-linéarité soit vraiment bien minorée et croisse à l'infini. Donc effectivement, vous voyez que par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, d'abord, on n'est pas cantonné à des hamiltoniens convexes, alors que si on travaille avec la semi-concavité, ça ne peut marcher essentiellement qu'avec des hamiltoniens convexes.
Donc, première observation. Donc, il y a ce gain-là. Et le deuxième gain, c'est que la semaine dernière, on avait vu que si m était compris entre 1 et 2, strictement plus grand que 1, inférieur ou égal à 2, OK, on pouvait faire tourner ces effets régularisants, mais que pour m strictement plus grand que 2, ce n'est pas vrai, les effets régularisants semi-concaves. Ce n'est pas de la semi-concavité, c'est la semi-concavité fractionnaire, et que ça, c'est très difficile à propager. Donc là, il y a un vrai gain. Bon. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de vous convaincre que ça valait le coup de justifier ceci. Avant de justifier cela, j'aimerais indiquer une variante, c'est que la propagation d'une borne de Lipschitz, ça va au mieux conduire à des résultats d'existence et d'unicité de solutions lipschitziennes, si je veux me servir de ça. Donc, si je veux aussi toujours avoir des solutions continues quelconques, il me faut une sorte d'effet régularisant. Il faut que je dise ça devient lipschitzien. Alors, pour avoir un effet régularisant, il faut un peu plus que cette hypothèse. Donc, il y aura une deuxième hypothèse que je vais noter H2. Qui est dire la même chose, mais ça va être de dire que ceci est non seulement supérieur à moins C0, mais il va être supérieur à moins C0 plus un certain nu fois P à la puissance m pour un m qui est strictement plus grand que 1. Donc c'est non seulement dire que c'est minoré, mais c'est que ça croît à l'infini. Non, c'est m positif. Donc je ne vais pas du tout écrire ça comme ça, je ne vais pas l'appeler m, c'est trop dangereux, alpha. Alpha positif. Donc dans un cas c'est minoré, dans l'autre c'est simplement dire que ça tend vers l'infini à l'infini essentiellement. Donc c'est un renforcement, il n'y a aucun doute. Mais vous voyez que sur tous les exemples dont j'ai parlé jusqu'à présent, j'avais énormément de marge pour vérifier H1, et donc c'est clairement vrai dans tous ces cas-là. Puisqu'à chaque fois, ce que je récupérais, c'était du P puissance M. Donc dans ces exemples, c'est alpha égale à M. Hein. Bon. Alors, c'est pourquoi ça m'arrange? Bien, ça m'arrange parce que ce que je vais récupérer, c'est que tout ceci est maintenant supérieur à nu fois P à la puissance alpha moins une constante. Donc, c'est W. Je récupère inférieur ou égal à 0 et j'ai toujours dW sur dt. Bien. Et là, ce que je vais simplement observer, c'est que ceci est plus grand qu'une autre constante. C fois nu, c'est plus grand qu'une constante que j'appelle mu, fois W à la puissance 1 plus alpha. Ben pourquoi? Parce que le P qui est ici, c'est gradient U. Et que la différence entre W et gradient U, c'est un phi de U qui, de toute façon, est puissance moins CU et que U est borné. Donc, E puissance moins CU, c'est minoré, majoré par tout ce que vous voulez, enfin, pas par tout ce que vous voulez, mais par les bornes de U, grâce aux bornes de U. Et donc, vous pouvez évidemment minorer tout ceci par mu fois la puissance W1 plus alpha. De l'autre côté, et donc vous récupérez finalement que dW sur dt plus HPJ dJW plus mu dW à la puissance 1 sur alpha est inférieur à une constante C fois W. Et donc, vous en déduisez que W en norme est l'infini.
est inférieur à la solution que je vais baptiser, je ne sais pas quoi, m de t, qui résout m point plus mu fois m à la puissance 1 plus alpha est inférieur à cm égale cm, et m de 0 égale plus l'infini. Bon, ce n'est pas une équation totalement standard, hein, puisqu'il s'agit de résoudre à partir de plus l'infini. Enfin, vous pouvez passer en 1 sur m, ça vous fait une condition initiale standard et vous aurez une bonne équation. Ou dans le cas où c égale à 0, et puis on peut obtenir des majorants et des minorants, dans le cas c égale à 0, ben on le résout explicitement, juste pour que vous voyez comment ça passe. Et c'est quand même dans le cas, quand on se rapproche en temps du temps nul, si on veut que m tende vers plus l'infini, c'est m puissance 1 plus alpha qui est le terme prépondérant, puisque là, je n'ai que du m. Donc j'ai ici une différence. Ceci est beaucoup plus gros grâce au m puissance alpha supplémentaire. Et évidemment, si je prends c égale à 0, m point, donc ça c'est des équadifs standards, j'ai que m dm sur m puissance 1 plus alpha est égal à dt. Et donc ça me fait 1 sur alpha au sens de moins m à la puissance alpha à l'instant t, moins la valeur en 0, mais comme c'est plus l'infini et que c'est du 1, ça fait 0, est égal à t. C'est plus dt égale à 0. Et il y a un mu que j'ai oublié. Et là, ça finit par être à ressembler à quelque chose de correct. Égal à 0. Voilà, et donc vous en déduisez que m à la puissance alpha est simplement donné par mu sur alpha t. Non. Sur t. Voilà. Donc alpha t sur mu, c'est correct. Donc voilà à quoi ressemble la chose. Donc c'est quelque chose qui se comporte ici comme du 1 sur t à la puissance 1 sur alpha. Juste pour qu'on ait quand t tend vers 0. Et là, c'est gagné. On a effectivement un effet régularisant. On n'a rien supposé sur la condition initiale, à part qu'elle était bornée, et on s'est servi des bornes. Et on a récupéré une borne de Lipschitz en temps positif. Avec une hypothèse H2 qui est un peu plus forte, mais pas énormément plus forte. Bon, après, maintenant, il va falloir justifier tout ce bazar-là. Alors, justifier tout ce bazar-là, il n'y a pas le choix. Hein. La minute de vérité, c'est... enfin, il n'y a pas énormément de solutions. La minute de vérité, c'est de dire si, comme c'est vrai pour des solutions, ce calcul est vrai pour des solutions régulières, ben, il va falloir que je perturbe le problème pour avoir des solutions régulières, que je fasse mes estimations a priori sur le problème perturbé de manière suffisamment uniforme pour que je les conserve sur le problème limite. OK. Le plus naturel là-dedans, c'est pas la seule option. Le plus naturel là-dedans, c'est de rajouter un terme dit de viscosité, d'où les solutions de viscosité, qui est donc un terme avec des dérivées secondes, avec un Laplacien. Donc on va faire ça. Mais évidemment, ça va un peu compliquer l'affaire. Donc, le calcul était quand même relativement élémentaire. Hein, vous avez vu, il y avait 3 ou 4 lignes pour obtenir cette estimation a priori. Et je me pose maintenant la question de la justification avant de parler de résultat. Oui, peut-être avant de parler de justification, excusez-moi, je vais régler parce que j'ai réalisé que ce que j'avais dit la semaine dernière était correct, mais inutilement compliqué pour comprendre les questions de continuité en zéro, en temps nul.
Parce que on suppose que la condition initiale est continue. On obtient, dans le cas d'effets régularisants de type Lipschitz, une solution qui est bien fichue en x et t, qui est lipschitzienne en x et t, donc certainement continue, mais il faut raccorder. Donc, comment garde-t-on la condition initiale? Parce qu'avec un gradient qui explose, ça ne dit absolument rien sur le comportement en t égale à 0. Bon, en fait, il y a une observation absolument générale qui est complètement indépendante du H, c'est qu'on peut toujours obtenir ce qu'on appelle des barrières, des sur- ou des sous-solutions, de manière très simple, parce qu'en effet, il suffit de poser, je n'avais pas pensé à ça la semaine dernière, mais donc je l'écris, il suffit de poser H bar de gradient U égale le sup sur les Z, typiquement inférieur à min de U0 et max de U0, de H de Z et de gradient U. Je vais réécrire P à la place de gradient U. Et un H bar en dessous, je ne réécris pas tout, mais vous mettez ici le min ou l'inf. Et de résoudre du bar sur dt, bar en dessous, avec un h bar en dessus, gradient u bar égale à 0. Bah, comme on peut résoudre les équations de Hamilton-Jacobi avec n'importe quel Hamiltonien continu, et que ça, c'est évidemment continu, u bar en t égale à 0 égale u0, et que du bar en dessus plus h bar en dessous de gradient u bar en dessus est égal à 0. Même chose avec u bar en t égale à 0 qui est égal à u0. Bah, comme le h est pris en sandwich entre le h bar en dessus et le h bar en dessous, cela veut dire que u bar est une sous-solution, que u bar est inférieur à u est inférieur à grand u bar. Oui, j'en prends un. Ça, c'est plus grand que h. Donc, si je mets du h, ça devient négatif ou nul. Ça veut dire que c'est en dessous. Et ça, on le sait par la théorie des solutions de viscosité, par les équations Hamilton-Jacobi, on a des fonctions qui sont continues en xt. Donc, ceci m'assure que je prends les conditions initiales de manière continue, grâce à ce qu'on sait sur les équations d'Hamilton-Jacobi. Et il n'y a aucune hypothèse sur les Hamiltoniens. Donc ça, c'est même vrai lorsqu'il y a des chocs. En fait, c'est même vrai pour une loi de conservation scalaire si on prend la condition initiale continue. Bon. Ou bornée, en fait, ça suffit. Mais enfin, il vaut mieux continue si je veux pouvoir résoudre des équations d'Hamilton-Jacobi. Bon, bref, peu importe. C'est pas pour les lois de conservation scalaire qu'on fait ça. Donc, on n'a pas de souci à se faire, c'est que même lorsqu'on a des effets régularisants, oui, j'avais fait un argument la semaine dernière qui était correct, mais c'est inutilement compliqué. Je n'avais pas du tout réalisé que c'était beaucoup plus simple que ça. OK, donc ça, j'en ai besoin aujourd'hui, et c'est une amélioration de ce que je vous racontais la semaine dernière. Comme d'ailleurs, il va y avoir une troisième approche que je vais tester, parce que j'y ai pensé avant de m'endormir dans le train hier, j'y ai pensé, je me suis dit que ça doit marcher. Et donc, on va vérifier ça dans un petit moment, sur encore une autre approche. Déjà, celle-là dont je suis à peu près sûr, non, celle-ci dont je suis sûr, je vais la développer. Alors donc, du epsilon sur dt plus h de u epsilon gradient u epsilon moins epsilon laplacien u epsilon égale à 0. Bon, alors je ne vais pas me traîner le u epsilon partout, je vais garder un epsilon laplacien. Chaque fois que vous verrez un epsilon laplacien, c'est que effectivement le calcul que je suis en train de faire s'applique à u epsilon. Première simplification.
Deuxième simplification, c'est d'écrire quoi? C'est non, pas de deuxième simplification. D sur dt de gradient U plus HU gradient U. Je ne refais pas cette partie-là du calcul. Plus, je vais écrire comme ceci, H'P fois gradient de gradient U. Ça sera une autre manière d'écrire le HPJ dJ. Pour qu'on voit... Bon, bref. Moins epsilon, prendre le gradient, pas de souci. Prendre la norme du gradient. On a déjà fait ce calcul la semaine dernière quand je vous rappelais que la manipulation de norme de gradient U ou de norme de gradient U carré, ça remontait aux années 30 avec Bernstein, que si on prend une solution harmonique, la norme de gradient U au carré est une fonction sous-harmonique. Il aurait pu faire ça avec n'importe quelle fonction de gradient U. Voilà. Bon, alors, je pourrais... On va voir si je m'en tire comme ça. Je ne suis pas encore. Pour mémoire, au cas où, je préfère quand même tout de suite indiquer qu'est-ce qui se passe si je mets un carré. Si je mets un carré, j'ai simplement le même calcul que précédemment, à ceci près que quand j'avais dit je retombe sur le gradient U, la norme de gradient U observant l'homogénéité de degré 1, ben, là je vais récupérer un 2. Ici je récupère ceci, et je récupère un terme qui est plus 2 sur epsilon d2u carré. Ça, c'est en fait égal à 0. Mais bon. On va voir si on en a besoin. Je pense que non, mais alors quel est l'intérêt de travailler avec gradient U carré plutôt que gradient U? C'est précisément que ça peut aider pour absorber des termes supplémentaires qui apparaîtraient à cause des dérivées secondes, parce que dans un instant, il va falloir que je manipule les dérivées secondes de W, et dans les dérivées secondes de W, là pour l'instant, je n'ai tenu compte, je n'ai écrit que quelque chose faisant intervenir les dérivées secondes de gradient U. Mais il va y avoir d'une part les dérivées secondes de phi de U qui vont apparaître, et puis les dérivées croisées. Donc il va falloir regarder tout ça, et on ne sait jamais, dans les termes supplémentaires qui pourraient apparaître, ça peut peut-être aider. Bon. On construit ensemble, ça fait penser à ces manuels scolaires dont la pédagogie me laisse perplexe. Où, grosso modo, on découvre le cours par soi-même sans jamais savoir qu'est-ce qu'on a réellement appris. Il y aura quand même une conclusion, et la réponse, c'est si on sait ce que tout le monde sait, ce qu'on a réellement appris, c'est rien. Mais c'est normal, c'est un manuel scolaire, c'est pas fait pour apprendre, c'est fait pour divertir maintenant. Bien, petit passage divertir, et puis et puis aussi ça enrichit tout un tas de gens aussi. Hein. Le calcul économique sur les livres scolaires est assez intéressant quand même. Hein. Quelques centaines de milliers de livres. Regardez le prix des livres, regardez les droits d'auteur. C'est pas totalement négligeable. Donc, après, c'est intéressant de voir comment... J'aimerais bien savoir comment tout ceci se passe. Qui fixe les programmes, comment on choisit les bouquins, qui les écrit, etc. Hein, c'est pas l'institut de base qui est affecté dans un lycée de banlieue. Hein. Enfin, dans un lycée, comment on dit, dans les territoires défavorisés. Bien. Alors, donc, je ne tomberai pas là-dedans, c'est-à-dire qu'on va découvrir. On va découvrir effectivement ensemble comment faire marcher les choses. Mais il y aura quand même, on conclura. Moi, je me souviens effectivement avec certains manuels scolaires, c'est de chercher où était le cours. Il y avait des tableaux avec des couleurs partout, mais où est-ce que c'est la conclusion? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Bon. Et c'est absolument terrorisant si on y pense.
Alors, je ne vais pas vous faire ce coup-là. Je conclurai en donnant effectivement des résultats précis. Mais pour l'instant, gardons cela en tête. Et cela peut être utile, à vrai dire, je pense que j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin parce que j'ai quand même épuré le problème. Et ça, je vais, puisque tant qu'à partir en vrille, autant indiquer aussi toutes les variantes. Donc ici, bien entendu, on peut rajouter du t. Ça ne change absolument rien à tout ce que je vous raconte, puisque j'ai privilégié de réfléchir avec des estimations spatiales. Mais surtout, on peut rajouter du x. Non seulement on peut rajouter du x, mais on peut aussi s'intéresser à des équations qui sont, elles, du deuxième ordre, mais éventuellement dégénérées, avec des coefficients en x. Et là, il faut tout garder. Donc on peut accumuler les variantes, et à ce moment-là, il faut faire un peu plus attention. Donc, de la dépendance en x, un opérateur général du second ordre qui n'est pas uniformément elliptique, de sorte qu'il n'y a pas de régularité. Et c'est assez raisonnable, parce que je pense que si on voit ça comme déjà une forme simplifiée de modèle de MFG, parce qu'il n'y a pas de, c'est pas vectoriel, etc., ben on peut avoir des termes d'ordre 2, et les termes d'ordre 2, ils sont rarement, voire jamais uniformément elliptiques. Bon. OK. Alors, tout ça, je pense qu'à la fin, tout ce baratin, c'est que il va falloir que je me mette à faire le calcul. Ça va, Stéphane, hein, sinon tu viens le faire à ma place au tableau. Hein. Alors, donc, le défi de U sur les... Bon, allez, je vais y aller. Donc, j'oublie la craie jaune et j'écris W, dW sur dt. C'est-à-dire que j'ai multiplié ça par phi de U. Ce qui reste pareil, c'est le HU fois W. Plus H'P, je compte sur toi, Charles, pour me dire tous les termes que j'ai oubliés. Moins epsilon Laplacien W. Alors, là, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose. 0 supérieur ou égal. J'ai tenu compte, dans le calcul de cet opérateur qui agit sur W, de toutes les dérivées qui agissent sur gradient U. Il faut maintenant que je rajoute les dérivées qui agissent sur phi de U. Alors, il y en a une qui est phi' de U, gradient U, cette fois, je n'oublie pas le gradient U, du sur dt plus h', gradient U. Et là, j'ai tenu compte de tous les termes non. Donc, il faut que je le retranche, ça. D'accord? Il faut que je le retranche pour dire que j'ai simplement multiplié cette équation par phi de U. Il faut que je retranche les termes des phi de U sur dt. Donc, je dois également retrancher le terme qui serait en moins epsilon de Laplacien phi de U que j'ai rajouté ici. Donc, c'est plus epsilon Laplacien phi de U. Oui, du sur dt plus h' de gradient U, tout à fait, plus epsilon Laplacien phi de U. Pour l'instant, c'est correct, à part que j'ai oublié le gradient U. Et dans le moins epsilon Laplacien W, j'ai deux fois, donc avec un moins, quand je retranche, ça fait plus 2 epsilon, le gradient de phi de U, fois le gradient de gradient U. Bon. Oh, on est presque au bout de nos peines. Hein. Voilà, donc tous les termes y sont. Il y a peut-être une erreur de signe ou deux, mais ce n'est pas les signes qui sont cruciaux là-dedans. Donc, ouais, ça, je n'en ai pas besoin. Je vais effacer.
Alors, OK, donc dW plus W. Je vais garder les termes importants. Donc, le terme important, c'est HUW. Ouais. Donc, c'est un plus W. J'ai HU. J'ai ensuite moins phi' de U sur phi de U, H'P gradient U moins H. Donc ça, c'est les bons termes, c'était la question, c'était ce que j'avais identifié. Alors, quand je fais ceci, et j'ai oublié le gradient U. Non, le gradient U, il est dans W. Donc j'ai tenu compte de quoi? J'ai tenu compte de dW sur dt, j'ai tenu compte de H' gradient W, pas encore, donc je le rajoute. Ça, c'est exactement le calcul que j'avais fait jusqu'à présent. J'ai tenu compte de ce terme-là. Et là, j'ai tenu compte dans le du sur dt plus h' de gradient u, j'ai tenu compte de ceci. Et j'ai tenu compte aussi dans le du sur dt du moins h, puisque j'ai une équation sur u qui est là. Je n'ai pas tenu compte du epsilon laplacien. Ce epsilon laplacien s'enlève partiellement avec celui-ci. Lorsque je dérive deux fois phi de u, j'ai un phi' de u laplacien u qui évidemment s'enlève avec celui-ci. Ce qu'il va me rester, en revanche, c'est un terme qui est en epsilon phi seconde de u, gradient u carré. Bon. Ça, c'est pour le Laplacien de phi de u, et c'est un gradient u cube, puisque c'est multiplié par gradient u. Donc vous voyez, ça, c'est pas du tout innocent. Hein? Donc c'est un terme qui est assez important. C'est du gradient u cube. Donc il a une forte puissance, mais il a un epsilon devant. OK? Bon. Donc ça, c'est bon. On a maintenant tenu compte de ceci. Et puis, il y a un terme qui est ici, mais là, il y a des dérivées secondes de u. C'est pas bon. Parce que les dérivées secondes de u, si je ne mets pas le carré, si je ne mets pas les termes jaunes, j'ai rien du tout sur elles. Donc, la première chose que j'ai intérêt à faire, c'est que d'abord, le gradient phi de u, c'est l'écrire phi' de u gradient u. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de dire, mais ça, c'est le début de gradient W. Donc, je vais mettre ici donc, ce terme-là, qui est 2 epsilon phi' de u gradient u. Je divise par phi de u, et je multiplie par phi de u, gradient de gradient u. Et je fais rentrer le phi de u à l'intérieur, ce qui me crée donc un 2 epsilon phi' de u gradient u divisé par phi de u gradient w. Alors ça, c'est j'ai tout ce bazar devant, mais je m'en fous, parce qu'à un point de maximum, tout ça, ça vaut 0. Donc c'est des termes du premier ordre, c'est une correction du terme du premier ordre que j'avais. Ce faisant, j'ai un autre terme qui sort, qui est un moins 2 epsilon phi' de u carré fois phi de u. C'est le gradient, et le tout, ça fait du gradient u cube. Qui est à comparer avec ce terme-là, hein, et ce n'est pas un hasard. Il y a du phi seconde moins 2 phi' au carré sur phi. Ça a bien la bonne homogénéité qu'il faut en termes de nombre de dérivés et de phi. Et donc, je crois assez à ce calcul. Éventuellement, il y a une erreur de signe, mais je crois que a priori, ça c'est le mauvais signe, parce que c'est un terme négatif et c'est dangereux. Et tout ceci est négatif ou nul. Typiquement, si vous prenez phi égale exponentielle moins cu, celui-là, il est positif, mais celui-là, il est négatif. Donc, on n'y coupera pas.
D'ailleurs, si vous prenez exponentielle moins CU, au modulo le 2 près, ce sont les mêmes termes qui sont là. Hein, ça, c'est égal à ça. Donc, j'en ai 1 de epsilon. Mais même si je ne prends pas e puissance moins CU, de toute façon, il y a un terme qui est dangereux. Donc la moralité, et j'ai oublié quand même un terme important, qui est moins epsilon laplacien W. Bien. Alors, regardons. Ça, c'est le calcul que j'avais avant. Donc ça, c'était la partie qu'on avait dans le calcul formel. Très bien. J'ai rajouté un moins epsilon laplacien. Ça me fait ce terme-là en plus, qui est bon. Dans le calcul que j'ai dû faire, j'ai ces termes de dérivée croisée que j'ai absorbés avec un terme comme ceci, avec du gradient W. Donc ça, c'est le calcul précédent, et ça, pour le principe maximum, sont des termes OK. Le calcul précédent, d'ailleurs, je l'ai mal arrêté. Il y a le premier terme de la ligne du dessous. Hein. Déjà, quand on me voit faire des tableaux avec des couleurs, on devine à quel point j'étais doué dans les travaux manuels. Bien, alors, donc, on a tout ceci, et puis j'ai des termes en gradient U3, que je vais tous rajouter, rejeter de l'autre côté, puisque ça, je peux appliquer le principe du maximum. Et donc, j'ai la même expression qu'avant, à la place d'avoir égal à 0, j'ai inférieur. J'ai un terme supplémentaire qui est le terme jaune, mais j'ai inférieur à quoi? Ce sont les nouveaux termes. Bon, j'ai inférieur à quelque chose qui est une constante. Alors, à vrai dire, si je prends exponentielle moins CU, c'est le C carré. Fois 2 epsilon, je retranche tous ces termes-là, je rajoute tous ces termes-là, ça fait du C epsilon gradient U3. Bon. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit qu'on n'est pas loin de pouvoir justifier ce calcul, à ceci près que j'ai un terme perturbatif qui est petit, et que j'ai gradient U3. Donc, deux cas de figure. Ou bien je suis intéressé par la propagation du caractère lipschitsien. Ou bien je suis intéressé par l'existence, comment dire? Ou bien je suis intéressé par l'effet régularisant. Je ne trouvais plus mon mot. Le plus difficile des deux, c'est certainement l'effet régularisant. C'est plus singulier, c'est plus compliqué. Regardons un tout petit peu, qu'est-ce que ça donne si je reprends les calculs qui sont ici, hein, je refais tout ça. Donc au lieu d'avoir comme équadif ici Cm, ben j'ai ce terme en plus. Et ce terme en plus, quel est-il? C'est C epsilon m cube. OK? Donc attention, on sait au niveau U epsilon que les sons sont lipschitziennes pour tout temps. Si le alpha n'a pas le bon goût d'être plus grand que supérieur ou égal à 2, ça peut exploser en temps fini. Donc ce n'est pas une bonne borne, à part que ça explose en un temps qui est de plus en plus long quand epsilon tend vers 0. Et donc si je travaille sur un intervalle fixé, pour 0 grand T, j'ai une solution de ceci qui, quand epsilon tend vers 0, tend vers la borne que je voulais. Fin de la démonstration. Donc c'est à nouveau... bon, alors on peut aussi, si on en a envie, rajouter un petit Hamiltonien quadratique pour absorber le m cube, relâcher la limite, mais on n'a pas besoin, il suffit de regarder ceci.
de regarder ces estimations a priori. Et même si on n'avait pas ça, ben, ça serait exactement la même chose avec une sorte de Gromval, mais sur un temps fini qui dépend de epsilon. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que m epsilon existe. Donc, en fait, je devrais vraiment écrire maintenant un m epsilon ici. Que m epsilon existe sur un intervalle 0 t epsilon où ça, effectivement, ça ouais, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Je n'ai pas le droit vraiment de dire ça. Ça c'est vrai, on peut partir de plus l'infini. Si alpha est plus petit que 2, on ne peut pas descendre de l'infini. Okay? Donc, la manière dont on peut justifier ceci, c'est de régulariser aussi la condition initiale. Donc, la stratégie, ça va être de dire que je prends un U0 delta qui est lipschitsien, qui converge vers U0 delta régulier. J'ai donc une solution qui dépend de epsilon et de delta. OK? Et j'ai donc un M de 0 pour delta fixé qui est égal à la norme de phi de U0 delta, gradient U0 delta, norme infinie. Donc ça dépend de delta, ça dépend de epsilon. Et là, on fixe delta positif. La propagation est plus simple. Hein, donc, ce que je vous disais avec le m epsilon qui existe sur 0t epsilon, c'était pas pour, ça serait vraiment pour le problème de la propagation, qui est beaucoup plus simple. Donc je m'attelle au problème plus difficile, qui est l'effet régularisant. Donc je me ramène en fait à une propagation de Lipschitz, mais ce que je veux faire, c'est oublier la borne. Donc je prends pour M0 maintenant, donc j'appelle ceci, et je vais appeler ça M delta 0 supérieur ou égal à ceci, fini, et M delta de 0 qui tend vers plus l'infini quand delta tend vers 0. Je veux éviter, si je prends ceci, d'être dans une situation où j'ai choisi pile un U0 qui était lipschitzien. Donc je ne récupère pas la bonne borne puisque ça partira d'une valeur finie. Bien. Donc je reviens maintenant sur cette équation en partant de M de 0 qui est ce que j'ai... donc qui est M0 delta. Donc pour delta positif fixé, je pars d'une valeur finie, j'ai une équadif, j'ai une solution sur un intervalle de temps maximum. Sur cet intervalle de temps maximum, 0t epsilon, à la fin ça explose. Quand epsilon tend vers 0, il n'y a plus d'explosion. Donc m epsilon existe sur 0t epsilon, je continue maintenant ici, avec un temps t epsilon qui tend vers plus infini. Quand, toujours à delta positif fixé, quand epsilon tend vers 0, t epsilon tend vers plus l'infini, et ces équadifs de manière totalement standard, et m epsilon converge vers m qui résout l'équation qui m'intéresse, m point plus, il n'y a plus de epsilon, il n'y a plus de m cube, on s'en débarrasse, plus mu m à la puissance 1 plus alpha égale cm, avec m de 0
égale ce truc que j'avais baptisé M0 delta. Et donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que, comme j'ai une estimation de Lipschitz, que U epsilon delta converge uniformément vers une fonction U delta qui est solution du problème, qui est Lipschitz, mais qui résout U delta de t égale à 0, qui est égal à ce U0 delta. Et j'ai obtenu une borne de Lipschitz pour mon W. W en norme à l'infini est inférieur à M, qui est un M delta. Ça tend vers plus infini. Et M delta, en fait, c'est en croissant. Et M delta converge, quand delta tend vers 0, vers ce M qui était ce que j'essayais de justifier, à savoir la solution. C'est vraiment le M de tout à l'heure. Il n'y a plus le C epsilon. C'est la solution qui part de plus infini. C'est l'effet régularisant. Donc, je passe par des solutions lipschitziennes, mais j'obtiens une borne qui est indépendante de l'approximation. Et cela démontre au passage l'existence d'une solution. Donc, non seulement j'ai justifié le résultat, vous avez vu le principe, c'est qu'il y a des termes supplémentaires qui apparaissent et ils peuvent être à epsilon positif fixé dangereux, parce que c'est du gradient cube. Donc, je ne regarde pas le problème elliptique, mais vous voyez que l'astuce avec le phi de U, ça fait apparaître des gradients au cube. Donc, ça peut perturber les résultats que l'on avait. Je n'ai pas envie de me lancer là-dedans, ça suffit comme ça. C'est pour ça aussi que le D2U carré est utile pour en garder sous la main. Donc, ça nécessiterait des développements que je trouve très techniques et je n'ai pas de motivation là-dessus. Mais en tout cas, la manipulation de phi de U gradient U, qu'on ne comprend pas très bien pour l'instant. Pourquoi je fais ce bazar-là? Okay? On va le comprendre mieux dans un instant. Pourquoi, en fait, c'était naturel. Ben ça a comme conséquence un peu déplaisante, c'est que pour justifier ça, il faut mettre un Laplacien. Si je mets un Laplacien, j'ai des termes supplémentaires. Mais ces termes supplémentaires, en se débrouillant bien, c'est-à-dire en absorbant le maximum de termes compatibles avec le principe maximum, fait qu'on a des équadifs, et on a des équadifs avec des termes violents, mais qui ont un epsilon devant. Et ça permet de justifier, comme je l'ai fait, en disant « OK, j'ai des solutions qui éventuellement exposent en temps fini, mais comme il y a un epsilon devant le m cube, ça se passe en des temps de plus en plus longs, et sur un horizon et sur un intervalle de temps donné, eh bien, quand epsilon tend vers 0, je converge vers la solution de l'équadif où il n'y a pas de ce terme explosif. Bon, et donc on a justifié effectivement le calcul. On a aussi démontré un théorème d'existence. Je vais donc conclure tout ce baratin-là. Donc, bon, ce que j'ai écrit en jaune, comme je vous l'avais annoncé, j'en avais pas besoin. C'est-à-dire la manipulation avec le gradient U carré. Néanmoins, il faut le garder en tête pour des variantes et des problèmes un peu plus compliqués. Donc, pour l'instant, si je conclus, j'ai démontré que 1, si je suppose H1 et U0 Lipschitz, alors il existe une solution U de viscosité telle que U soit Lipschitz en X uniformément en T borné.
En d'autres termes, j'ai une propagation de la constante de Lipschitz avec éventuellement un facteur de croissance, c'est du Gromval. Deuxièmement, si sous l'hypothèse H2, et en supposant que U0 est continu, on a obtenu des estimations a priori au niveau epsilon grâce à ceci. On est passé, enfin, l'existence, j'ai déjà démontré. La continuité en zéro, je l'ai déjà établie. Donc, il existe une solution de viscosité continue telle que U est lipschitzien, donc elle est continue en X et T, et U est lipschitzien en X uniformément en T positif minoré et borné. Minoré et majoré. Minoré loin de 0 et majoré. Bien. Donc un effet de régularisation lipschitzien. Bon, alors donc ça répond à tout un tas de questions que l'on avait laissées en suspens qu'on avait laissé en suspens la semaine dernière, puisque même dans des Hamiltoniens en puissance, on a, dans le cas où la puissance était plus grande que 2, on ne pouvait pas avoir la semi-concavité, donc la première approche s'était effondrée. Là, on a répondu de manière assez globale à ces questions-là. Bon. Alors, pourquoi ça marche? Donc, troisième approche. Qui est une autre manière de voir ces calculs. Je préfère faire ces calculs parce que ce que je vais faire maintenant va paraître comme étant très spécifique. Et donc, les modifications que l'on peut être amené en faisant ces calculs pour des équations plus compliquées, on ne saura pas les faire si on se contente d'avoir une vision très, très, très centrée sur cette équation-là. Et au fond, ce qu'il s'agit de dire, ce dont il s'agit, c'est de dire, c'est quoi ce terme-là? Ce terme-là, si je dis que phi, c'est la dérivée de quelque chose, ce n'est rien d'autre. Vous voyez? Et observez que je n'ai pas parlé d'unicité. Mais là, je vais faire un court-circuit. On pourrait faire de l'unicité comme la semaine dernière en disant quand j'ai une solution Lipschitz, j'ai automatiquement l'unicité. Donc là, plus unicité, c'est automatique. C'est grâce à Lipschitzien. Parce qu'en fait, pour que les solutions de viscosité fonctionnent, il faut pouvoir dire que la dérivée par rapport à U de H est minorée. Mais si c'est Lipschitzien, elle est minorée, parce que ça se passe sur un borné. Alors, stricto sensu, ça montre l'unicité entre une solution Lipschitz et une solution continue. Mais comme on sait qu'il existe une solution lipschitzienne, on peut démontrer que toute solution continue est égale à la solution lipschitzienne. Donc c'est de l'unicité qui sert de l'existence. Bon, ça c'est pour les puristes. Et donc ce n'est pas un théorème général, absolument général de comparaison sans passer par de l'existence. Mais dans ce cas-là de figure, il faut, avec des hypothèses, donc grosso modo, c'était de dire qu'il fallait que HU soit intégrable en temps, avec une certaine uniformité par rapport à la première variable, pour pouvoir se servir du principe du maximum avec l'effet régularisant. Donc je vous rappelle, c'était de dire que je regarde HU, si ça dépend de gradient U, lorsqu'on faisait du quadratique à une puissance qui est plus petite que 2, comme on a obtenu un effet régularisant où gradient U est majoré par du 1 sur racine de t, le facteur était un facteur intégrable et donc on pouvait faire du Gromval et conclure à l'unicité.
Donc c'était ça qu'on a vu la semaine dernière, qui permettait de se tirer d'affaire dans l'unicité en se servant de Gromval, en s'assurant que le terme qui mesurait l'amplification de la différence des normes à l'infini, que ce terme-là était contrôlé par un Gromval parce qu'une certaine quantité dépendant du gradient était intégrable. Bon. Et typiquement, c'était j'ai du 1 sur racine de t pour la borne sur le gradient U, et je le regarde à une puissance qui est plus petite que 2. Donc c'est intégrable, donc il y a Gromval, donc j'ai unicité. Alors on peut faire quelque chose comme ça, c'est assez lourd, donc on a obtenu une explosion du gradient à une certaine puissance, c'était du t 1 sur t à la puissance 1 sur alpha. Si je suppose que HU est dominé par une puissance qui rend les choses intégrables avec ce t puissance alpha, j'ai un résultat d'unicité. Donc vous voyez, c'est du H2 avec une hypothèse supplémentaire sur HU et la puissance. Ouf. En fait, il y a beaucoup plus simple. Il y a beaucoup plus simple, c'est un autre point de vue, et là j'insiste sur le fait que c'est un autre point de vue sur ce que l'on vient de faire, qui va d'ailleurs donner un meilleur résultat d'unicité que les techniques mises en place jusqu'à présent, mais attention, qui est vraiment restreint à des équations du premier ordre. On peut le faire avec des équations du deuxième ordre, mais ça devient tellement sale qu'on ne voit pas pourquoi on gagne quelque chose. Alors qu'au niveau des estimations a priori, ben on comprend mieux la stratégie. De cette manière, ce n'est pas différent, mais cet autre point de vue, il va nous permettre de comprendre et d'avoir des résultats d'unicité. C'est quoi cet autre point de vue? C'est de dire que si phi de U, c'est un grand phi prime de U, un grand phi, enfin c'est le prime d'un grand phi de U, évidemment, ce que vous avez là, W, c'est le gradient de V, où V est égal à phi de U. Donc j'ai obtenu une bonne équation pour le gradient de V. Ben, quelle est l'équation satisfaite par V? Regardons ça. Alors, dV sur dt. dV sur dt, ça fait fois phi de U fois du sur dt. Qui fait, c'est formel, mais ce n'est pas un problème. Moins h. Moins h de quoi? De U et de gradient U, qui n'est rien d'autre que gradient V divisé par phi de U. Donc, en d'autres termes, j'ai que dV sur dt plus phi de U. Bon, U, c'est phi moins 1 de V. Parce qu'en effet, là-dedans, les phi que je regarde sont positifs. Donc phi est inversible. Grand phi est inversible. Ça fait beaucoup de phi. Alors, il y a une question qui se pose tout de suite, c'est que si je prends une solution de viscosité de cette équation, que je fais un changement de variable, est-ce que j'ai le droit de dire que ce que je récupère, c'est aussi une solution de viscosité et vice-versa? La réponse est oui, à partir du moment où le changement de variable est strictement croissant. OK? Donc phi est strictement croissant. Donc, l'équation en U est équivalente à cette équation pour les solutions de viscosité. Alors, sachant que petit u, c'est un grand phi moins 1 de V, je n'ai pas du tout envie d'écrire ça. Ceci, c'est néanmoins tout ceci, peut être théoriquement écrit comme un H tilde de V et de gradient V.
gradient V, ce n'est pas très compliqué. Et puis le V, j'inverse et j'écris que U égale phi moins 1 de V. Et donc après se pose la question, quand est-ce que cette équation est meilleure que l'équation de départ? Cette équation est meilleure que l'équation de départ à partir du moment où on tombe dans les cadres, dans les bons cadres pour les résultats de comparaison pour les solutions de viscosité. Et ce bon cadre, donc on sait que le V est borné, hein, donc tout ceci, ça se passe pour un V borné, c'est comme U borné. Le bon cadre, c'est dire que dH tilde sur dV est minoré. C'est ça le bon cadre. Ce qui est bien entendu équivalent à dire que comme dérivé par rapport à V ou dérivé par rapport à U, entre les deux, il n'y a que phi de U, le petit phi de U de différence et U est borné, ce qui est équivalent à dire que D sur DU de 1 sur phi de U, de H de U et de P sur phi de U est minoré. Alors, ce n'est pas exactement la même constante, mais c'est aussi l'existence d'un C0 tel que le membre de droite, l'inégalité de droite soit vérifiée, est équivalente à l'existence d'un C1 pour que le membre de gauche soit vérifié. Donc, si ce genre d'hypothèse est vérifié, puis maintenant on va faire le calcul de qu'est-ce que c'est ça. Si cette hypothèse est vérifiée, à ce moment-là, on est dans un cadre classique de solution de viscosité. C'est dans ce User's Guide des solutions de viscosité, donc ce manuel de l'utilisateur des solutions de viscosité. Je crois qu'on baptisait ça que l'équation était propre. Bon, terminologie qui n'est pas terrible, mais enfin, c'est pour dire qu'on est dans un bon cadre de comparaison. Donc, typiquement, sous cette hypothèse-là, si OK, on a un résultat de comparaison gratuit pour les solutions continues. Pour les sous- et sous-solutions, non seulement continues, mais même semi-continues. Semi-continues pour... Donc, bien entendu, on a l'unicité. Et donc, l'unicité. Théorie classique. Bien. Enfin, je dois me mettre classique entre guillemets. Bien. Donc, il n'y a plus qu'à quoi? Il n'y a plus qu'à faire le calcul qui est là pour voir qu'est-ce que ça veut dire cette hypothèse. Bah, faisons le calcul. Donc, le 1 sur phi de U, ça fait moins phi prime sur phi carré. Et je mets 1 sur phi de U en facteur. Donc, tout y est. Ensuite, comme j'ai mis 1 sur phi de U en facteur, j'ai plus HU. Bon. Plus HU. Ah oui, d'accord. Et puis, j'ai quoi? Bah, j'ai le dernier terme qui me sort le HP fois la dérivée qui est moins P j'ai sur phi de U, phi prime de U.
Dans l'équation, il manquait, le moins est multiplié par le phi de u. Bon. Je crois que ça, c'est à peu près correct. Ouais. C'est à peu près correct. Bon, enfin, le point est donc bien j'ai un problème de signe là-dedans. C'est pas possible que je récupère H plus HP scalaire P. C'est pas possible. Ça doit être HP scalaire P moins H. Il n'y a pas. Donc, est-ce que tout simplement, c'est pas parce que le phi de U est en haut, là? C'est là que l'erreur est. J'ai multiplié par phi de U. Hein? Donc, j'ai un plus phi prime de U. Pardon? Phi carré quoi? Bon, enfin bref, vous avez vu que c'est pourquoi, a priori, c'est la bonne quantité qui sort. Donc je ne vais pas essayer de factoriser quoi que ce soit. C'était une bêtise. Donc si je fais ça, j'ai phi prime de U, parce qu'il y avait le phi carré, il était par la factorisation, il y était. Donc j'ai plus HU, mais devant le HU, j'ai un phi. On va y aller doucement. On va y arriver, je ne vais pas tricher. Si je ne m'en sors pas, je tricherai. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas de raison de tricher. Et donc, ensuite, j'ai un moins phi prime sur phi 2. Et donc, ça fait un moins phi prime sur phi, puisque c'est multiplié par phi. Oui, bien sûr. Donc, c'est tout bon, parce que le P qui est à l'intérieur du H, c'est P sur phi de U. Donc, regardons, ceci, ça fait moins phi prime de U divisé par phi de U, c'est exactement la quantité que j'avais écrite fois HP de U et de Q, scalaire Q, et Q, c'est P sur phi. Moins phi prime sur phi, HQ. Oui. Et moins phi prime de U, pardon, je vais y arriver. Je commence à fatiguer. Moins H. Donc ça, c'est ce terme-là, ça, c'est ce terme-là. Et qu'est-ce que je récupère? Eh bien, je récupère plus phi fois HU. Donc si je divise par phi, ça me fait plus HU. Ce qui est exactement la quantité qui était sortie comme le terme qu'il fallait dans l'estimation du gradient. C'est normal parce que c'est la dérivée par rapport à U du nouvel Hamiltonien. Ce n'est pas un miracle. C'était là. Mais simplement, maintenant, on comprend d'où ça sort. C'est que, d'une certaine manière, j'ai fait un changement de variable. C'était naturel de tester ça sur une estimation a priori, mais c'est aussi une expression naturelle parce que c'est la manière dont on se ramène à une bonne équation par un changement de variable. OK. Donc, à la fin, les seuls cas qu'on s'est traités, à contrario, c'est les cas classiques plus changement de variable. Donc, c'était peut-être pas la peine de faire tout ça. Ouais, mais on ne le savait pas avant. A posteriori, oui. OK. Donc, in fine, donc la morale, c'est quand même pas mal, c'est que je ne connais pas de cas où on sait faire marcher cette équation qui ne soit pas la transformer par un changement de variable d'une bonne équation. Et que néanmoins, c'est suffisamment puissant pour faire sortir des trucs comme A de U gradient U. Si je prends ça, plus gradient U puissance M, l'idée de se dire je vais faire des changements de variables et je vais regarder ce que ça donne, ce n'est pas naturel. A posteriori, oui. Et de dire qu'avec un E puissance moins CU, ça devient une bonne équation, il faut avoir la foi pour se lancer dans un calcul comme ça. Si on raisonne systématiquement, eh bien oui, on voit d'abord comme ça, on s'assure qu'on n'est pas en train de louper des choses plus intelligentes que de faire des changements de variables. Les changements de variables, quand vous avez des termes du deuxième ordre, vous n'y voyez plus rien.
Donc c'est aussi, ça limite sérieusement, et c'est pour ça que c'est pas mal de comprendre que de faire les estimations a priori. Mais d'une certaine manière, les calculs que j'ai faits, comme ceci, sur des effets régularisants, sur des trucs comme ça, sont des calculs qu'on aurait pu faire sur la bonne équation. Et que j'ai simplement travaillé alors, sur des bonnes équations d'Hamilton-Jacobi, des effets régularisants comme ça. Donc dans le cas semi-concave, je vous avais parlé de Khrouchkov. J'avais essayé j'avais, je pense, un peu nettoyé ça dans mon vieux bouquin. Sur les effets régularisants, Lipschitz, j'avais commis des trucs. Et puis Guy Barle a fait des travaux dans tous les sens sur cette question avec toutes sortes de généralisations dont on pourrait même se servir ici. Bien. Donc, il est grand temps de s'arrêter sur ce sujet-là. Pour dire, si ce n'est peut-être conclure avec un petit exemple qui marche. Ouais. Et puis d'introduire le sujet qui va suivre. On va rester dans les effets régularisants, mais on va essayer de les faire plus précisément. Donc, je conclue avec un petit exemple. Donc, on avait vu que UT plus A de U, UX, plus gradient U, ça ne marche pas. Non. Quid de UT plus AIJ de U, UXI, UXJ. Bien évidemment, ça va marcher. Oh, bien évidemment, je vais un peu vite, en besogne. Puisque, rappelez-vous, c'est delta HU. Delta HU. Donc là, en revanche, il faut que les AIJ soient strictement positifs. Bien, delta HU, ça fait delta A'J de U PI PJ. Et comme c'est quadratique, le HPP moins H, ça m'en fait 2 moins 1. Donc ça me fait plus AIJ de U PI PJ. Et donc, si delta est petit, delta A' plus AIJ, c'est positif. Et donc, ceci est supérieur à nu fois P2. Donc, on a tous les effets régularisants que l'on veut. En fait, si AIJ est régulier, il y a les effets régularisants semi-concaves. C'est une équation qui marche parfaitement. Et si on est en dimension 1, on a A de U, UX carré. Et là, on a envie de faire un changement de variable. On a envie de dire que c'est l'équation pour un changement de variable qui correspond à 1 sur A. Et donc, c'est aussi en regardant ces exemples qu'on comprend que l'idée de faire des changements de variables est naturelle pour éliminer le A de U par simplement en remplaçant... J'ai le temps d'expliquer. Oui, il y a encore 12 minutes, donc je peux expliquer ça tranquillement. Donc là, c'est un cas qui fonctionne bien. Après, je prendrai le cas linéaire. Bah, évidemment, lorsque vous avez UX carré, vous avez envie de dire je vais prendre un phi de V égale phi de U. Donc Vt, ça fait V de t plus A de U divisé par phi prime de U. Oui. UX carré, je vais écrire Vx carré. Il y a un souci, Vx carré, Vt plus Vx carré c'est... Bon, mais là c'est correct, oui. J'ai la bonne homogénéité, est égale à 0. Donc là, c'est A strictement positif. Bon, ben, vous voyez, vous prenez phi prime égale A. Et vous êtes ramené à l'équation parfaite éconale. Ce n'est pas forcément une exponentielle moins CU.
là, on voit que si on veut vraiment se ramener à la meilleure équation possible, il faut prendre ce changement de variable-là. Néanmoins, les puissances moins CU vous montrent aussi que le problème est bien posé. Et puis, ça, c'est valable qu'en dimension 1. Ou en dimension supérieure, si je prenais A de U gradient U carré. C'est-à-dire une forme quadratique isotrope. Donc, en particulier, tout ce que je viens de dire là montre que le A de U gradient U, c'est OK. Donc, tous ces problèmes-là sont OK. Et que ça se comporte effectivement comme l'équation éconale. Ce qui est assez naturel parce que les lignes de niveau sont effectivement propagées le long de la normale, non pas à vitesse constante, mais à une vitesse qui dépend de la hauteur de la ligne de niveau. Ben, ça ne change pas grand-chose, c'est essentiellement les mêmes mouvements de courbe, mais avec un empilage des zones de niveau qui est un peu différent. C'est un changement de variable. Alors ça, c'est un truc qui m'a un peu perturbé, parce qu'on a vu que quelque chose du premier ordre comme ça ne marche pas, et quelque chose du premier ordre, enfin de degré 1 comme ça marche. Et souvenez-vous, la manière dont j'avais regardé ici, je crois, UX, ou n'importe quel A qui serait en fait croissant, la chose qui est importante, c'est qu'il soit croissant en dimension 1. Et j'avais dit, je prends des données pour lesquelles on a toujours des chocs si on a un flux qui est croissant. Enfin, c'est la dérivée du flux qui est croissant, ça veut dire un flux convexe. Ou par exemple dans Burgers, et on prend un U0 qui est décroissant. C'est la situation et non constant. C'est la situation où on est sûr qu'il y a des chocs qui apparaissent en temps fini. Donc j'avais dit qu'à ce moment-là, en dimension 1, la solution était toujours décroissante, donc la valeur absolue de UX, c'était moins UX, et ça revenait à une loi de conservation scalaire qui est A de U moins 1, qui est donc une loi de conservation pour laquelle il y a des chocs, c'est la même chose. Si on fait une transformation galiléenne, c'est le moins 1 disparaît, donc on est à une translation près, à un x plus t près, on est exactement en train de résoudre pour des données décroissantes l'équation de Burgers, il y a des chocs qui apparaissent en temps fini. Donc pour un truc comme ça ne marche pas, et là ça marche. Et on se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe si je fais le même jeu? Oui, mais si je fais le même jeu, il faut faire attention aux signes. Donc j'essaye U décroissante par analogie, mais si on essayait croissant, ce serait pareil. Donc si je prends U décroissante, okay, et je suis avec un A positif, toujours, on est plutôt dans des têtes comme ça. Je suis donc en train de regarder UT moins A de U, UX. Attention, je suis en train de changer les signes. Il y a le moins qui est devant. Et donc, le décroissant qui était là, pour le signe moins, ça a tendance à dire que je suis en train maintenant de regarder quelque chose style Burgers pour des données positives, mais c'est le moins U ici, U étant positif, mais avec une solution décroissante, mais pour moins U, le Burgers avec le moins, ça c'est le cas de régularité, c'est le cas où il n'y a pas de choc. Donc, la morale de l'affaire, c'est que effectivement, ça marche, ça ne marche pas. On voit, c'est pas clair a priori. Enfin, si on pense au changement de variable, c'est clair a priori, mais c'est pas évident a priori. Et le point, c'est que les signes là-dedans sont extrêmement importants au cas limite où on est presque linéaire. Là, je suis en train de parler du cas limite. Dès qu'on est au-dessus du linéaire, ça marche.
c'est du non-linéaire. Quand on est dans le cas limite, là, c'est évidemment c'est plus subtil. Il y a des cas qui marchent, des cas qui ne marchent pas. Et ça, c'est une bonne mesure de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Bon, comme d'hab, là où je me disais, le premier sujet sera torché en 2 cours, pardonnez-moi pour l'expression, ça doit être le 4e, et je le finis. Mais évidemment, il est quand même fini. Ça aurait pu être au bout de 6 cours, je serais en train de le finir. Donc là, c'est déjà bien. Et je vous épargne les extensions d'ordre 2, mais en fait, c'est par manque de courage. Et puis, je crois que, franchement, ce n'est pas très, très utile. Bon. Alors, que vais-je faire maintenant? Bonne question. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer changement de section, mais une transition douce avec ce que l'on vient de voir, puisque je vais parler d'effets régularisants. Pour Hamilton-Jacobi du premier ordre. Donc, c'est quand même très, très lié. Donc, je vais prendre un Hamiltonien convexe. Et je vais me poser la question du sur dt plus h de gradient u est égal à 0. U en t égale à 0 égale u0, qui est continu. Éventuellement, je le mettrai en rouge, semi-concave. Je sais que à ce moment-là, ça entraîne que U est semi-concave pour tous les t positifs, et on va mesurer ceci. Et dans le premier cas, si c'est un effet régularisant, c'est-à-dire si je ne suis pas en rouge et j'ai simplement continu, ça entraîne que U est semi-concave pour t positif, si H est, entre guillemets, fortement convexe, ce que je définirai proprement la semaine prochaine. Et le but donc de ce que je commencerai à faire la semaine prochaine, et les 57, je vais arrêter, ça sera non seulement, ça c'est connu, sur les équations d'Hamilton-Jacobi, ça sera de mesurer la semi-concavité de la manière la plus précise possible. Okay? Donc, la semi-concavité, on peut la mesurer, je l'ai définie, donc on peut regarder la constante, voir comment elle se propage, mais le résultat, ce que l'on avait vu, était très lié à un Hamiltonien quadratique, cette manière de mesurer les choses. On verra, je l'avais annoncé dans le premier cours, une manière très non-linéaire de mesurer la semi-concavité qui, elle, donne les résultats les plus précis possibles. Comment manipuler ces quantités, qu'est-ce que ça donne, c'est ce qu'on verra à partir de la semaine prochaine. Sur ce, après quelques estimations a priori aujourd'hui, il est temps que nous nous reposions quelques instants avant le séminaire dans un quart d'heure.